Nous sommes ici dans l'historique maison Baccarat, au cœur de Paris, réinventée depuis quelques mois par Ducasse Baccarat, qui l'ont transformée en un lieu d'expérience et de moments de vie, un lieu dédié à la joie. Merci donc à notre partenaire Ducasse Baccarat de nous accueillir dans cette magnifique salle de dégustation Garouste. Comme vous l'avez compris, ici, pas de jargon élitiste ni de leçons de dégustation compliquées, on est là pour parler vin, simplement, et surtout pour se rappeler pourquoi on l'aime tant, pour le plaisir qu'il apporte et les moments qu'il crée. Parce que oui, la dégustation de vin est à la portée de tous. Pas besoin d'être un expert pour apprécier un bon verre, ni pour ressentir les émotions qu'il peut provoquer. Le vin, c'est bien plus qu'une boisson. C'est un voyage sensoriel, une aventure où nos goûts, nos souvenirs et nos sens se rencontrent. À travers ce podcast, nous voulons vous montrer que le meilleur vin, c'est celui qui vous fait vibrer. Alors que vous soyez néophyte, amateur, curieux ou simplement en quête d'un moment de convivialité, ce podcast est pour vous. Le vin, c'est plus qu'une bouteille sur une table. C'est une histoire, une culture, une tradition, mais aussi une invitation à se poser, à partager, à rire et à discuter. Pourtant, soyons honnêtes, dans la génération des 20-45 ans, le vin a perdu du terrain. On préfère souvent une bière, un cocktail ou une boisson tendance. En France, où le vin est pourtant un patrimoine national, sa consommation a chuté de plus de 20% ces 20 dernières années. Alors ce podcast, c'est une rébellion douce. Une envie de redonner aux jeunes consommateurs le goût d'un bon verre, sans pression et sans stress. Nous allons décomplexer tout ça ensemble parce que boire du vin, ce n'est pas uniquement pour les experts. Et surtout, on va discuter des moments qui comptent. Ce dîner avec des amis, cet apéro improvisé, ce jour où un verre de vin a rendu la soirée mémorable. Alors ouvrez vos esprits et pourquoi pas une bouteille et rejoignez-nous pour un voyage qui vous rappellera que le vin est avant tout une affaire de goût. Sans oublier que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Une production Télé de Paris et Niche Média Édition. Je suis Patricia Lepic. Bienvenue dans une affaire de goût. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de dégustation de vin, une affaire de goût. Je suis entourée aujourd'hui de nos deux jeunes consommatrices, Lucille, qui est directrice marketing chez Armani, et Clémence, productrice de podcast Génération Do It Yourself et de son propre podcast Combien ça gagne. Je suis également entourée de Stéphane Simon, qui est coproducteur de ce podcast, qui est producteur lui-même, auteur. Là, qu'est-ce que je peux raconter sur toi? Parce que tu fais tellement de choses, c'est un couteau suisse dans la production audiovisuelle et un amateur de goût et qui est très sensible au fait que les jeunes ont un peu déserté justement le vin au profit d'autres alcools. Et à ma droite encore, Paul Robineau, directeur exécutif de la sommellerie du groupe Gardinier, du restaurant Taïwan, du restaurant Drouan, des Crayères, enfin... Il y en a beaucoup et puis surtout qui est un grand sommelier reconnu par tous et qui va nous faire découvrir. On a beaucoup de chance. Merci Paul d'être là. Merci. Vous allez faire découvrir 3 vins différents qui vont, je pense, vous donner envie la prochaine fois de partager un verre de vin avec vos copains. Voilà, on y est. Donc maintenant, je propose qu'on déguste, qu'on donne la parole à Lucille et à Clémence pour leur demander leurs émotions. Pour la vue, oui. On y va. Bah, goûtons et goûtons alors. Goûte. Tu sais goûter du vin? Ah, pas mal. Alors là, ça, c'est quasiment. Ah ouais. Merci, Paul. Ah ouais. Très agréable. Lucille. Alors. Ah, Clémence, ok. Non, Lucille d'abord parce que... Parlez bien près du micro, hein, oui. J'ai l'impression qu'il est pas très sec. Qu'il y a un côté... Il est bon, mais ouais, il est très bon. Il y a un côté fruité. Ouais. Non, mais ton impression, c'est tu l'aimes bien? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez floral. Ouais. Assez estival. Mais finalement. tu trouves pas qu'il a pas du tout le goût du vin blanc qu'on boit habituellement quand on boit du vin blanc? Toi déjà tu bois pas beaucoup de vin blanc. Mais ouais. vous connaissez parce qu'on... Non, pas du tout. Okay. On doit se aller entrer. On va laisser la parole, on va pas se parler à Lucille, on va laisser la parole à c'est intéressant ce que tu disais, Lucille, c'était ce côté floral et qui est... Exactement. Là, il fait très froid dehors. Là en ce moment même et ça me fait un peu penser à l'été. D'accord, ok. Ouais. Tu le boirais en apéro? Exactement. Ok. Complètement. Clémence maintenant, toi tu le fonces quoi? Je le trouve en effet pas sec du tout et je suis pas du tout habituée à boire ce genre de vin blanc. Normalement quand on boit du vin blanc, nous c'est assez rare en réalité, mais quand on en boit c'est plutôt du vin très sec et là je suis d'accord, il est rond, fruité et il est je sais pas comment le dire. Je le trouve très alcoolisé. Enfin, c'est une sensation. D'accord, ok. J'ai une sensation. Alors, je sais pas, je pense qu'a priori, ça ne se dit pas comme ça, mais Si, ça j'arrive. j'ai une sensation d'alcool, d'accord. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, je suis un peu embarrassé parce que je suis un peu perdu.
Oui, je suis un peu perdu. Bah oui, bah oui. Rarement perdu dans le vin. Bah oui, mais là, je suis un peu perdu. Ça me fait penser, ça me fait penser à des choses, mais j'ai tellement l'impression que je vais être ridicule si je les dis que je vais pas me lancer. Non, justement, je vais pas me lancer. Et non, et c'est très agréable. Je suis un peu surpris parce que j'ai à la fois l'impression de découvrir une terre inconnue et d'avoir du plaisir à aller sur cette terre inconnue. Donc ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Alors spontanément, moi, j'aurais envie de boire ça tout simplement à l'apéritif. Ça me dérangerait pas parce que c'est un vin qui est déjà qui est suffisamment complexe, qui a suffisamment de rondeur, de bouche pour supporter d'être seul. D'ailleurs, je piquerais bien quelques olives avec, comme ça, juste comme ça, je sais pas pourquoi. Des olives vertes, hein, pas des olives noires. Voilà. Et puis à côté de ça, c'est un vin qui doit pouvoir fonctionner très bien avec un poisson, un beau poisson, fruits de mer. Voilà, c'est un vin qui me semble être tout à fait adapté à une bonne soirée, quoi. C'est ça, hein, ouais. Est-ce que tu vas nous dire, Paul, ce que c'est maintenant ou tu préfères qu'on goûte le deuxième? On va goûter comme ça on pourra faire un comparatif sur les deux vins qui sont très Et différents. je suis d'accord avec ce que tu disais sur la complexité. Ouais, complexe. Ouais, je valide, je le trouve complexe aussi. C'est validé. Pas validé, on ne veut pas valider pour un vin. Mais est-ce que Paul pourrait nous donner quelques mots quand même sur ce vin? Ok, c'est un vin. Sans dire ce que c'est, hein, mais C'est un vin français de terroir plutôt frais, hein, de région côtière, donc on a l'influence de la mer, d'accord. qui fait que ça donne cette certaine fraîcheur et acidité au vin. Ouais. C'est une région d'un climat tempéré sur un cépage plutôt neutre, donc c'est un cépage qui a besoin d'élevage souvent pour. Est-ce que c'est un vin facile, Paul? Est-ce que À c'est la un base, vin c'est un vin facile, ouais. À la que base, les jeunes peuvent acheter? un vin d'apéritif, de aussi. soirée. Alors je propose qu'on goûte l'autre, que tu nous serves l'autre. C'est très différent. Donc c'est des vins qu'on sert quand même, on va servir Lucie le premier, qu'on sert relativement frais. Ouais. Alors c'est des vins qu'il faut servir autour de 10. Seulement, c'est un petit peu de ce vin? 10-12 degrés, ouais, exactement. Ouais. Non, je dis 10 degrés, pas plus. Ouais. Moi, j'ai tendance à toujours servir les vins, enfin boire des vins blancs très frais. Le problème de les boire très frais, c'est que ça casse un petit peu le. Bloque les aromatiques. En fait. Donc ça, c'est l'inverse, hein, c'est vraiment l'opposé entier. Alors, on a hâte de vous écouter. Là où l'autre avait un nez profond, celui-ci, il a un nez un peu beaucoup plus léger, on est d'accord, hein? Mais plus léger, je sais pas, je dirais pas plus léger. Ah non. Mais c'est plus sucré. Ouais, complètement. Alors il y a pas de le premier vin, il n'y a pas de sucre ajouté, hein, ça. Non, il y a pas de sucre résiduel dans le vin. Même le premier, c'est un vin qui est sec. Il y a un côté très fruité. Ça, c'est un vin. Un vin de Nouvelle-Zélande, ça? Californie. Ah oui. Ah, Californie. Lui, il est plus sec que l'autre. Est-ce que les deux sont au même niveau de. Alors, vas-y. Alors, c'est vrai que je vois pas, c'est horrible, je vois pas énormément de différence. Pas horrible. Non, mais je veux dire, en termes d'univers, je trouve il y a toujours ce côté un peu alcoolisé. Un peu là, plus oui, fort. beaucoup plus. Ouais. Ah, il est plus alcoolisé, ouais, ok. Ouais. Et toujours très floral, très estival. Je répète les mêmes. Non, mais je vois pas de grosses nuances. Après, peut-être parce qu'on les a récents. Je sens que tu vois le vin blanc comme un retour dans les vacances. C'est peut-être parce que on est au cœur de l'hiver là en ce moment et que tu te dis finalement je regrette. C'est vrai, peut-être. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Peut-être la nostalgie. Alors c'est vrai que moi je vois le vin blanc huître, tu vois, pour moi c'est un peu ça. Huître et iode. Pas Lucie, regarde-nous. Pardon, regarde. Ouais, pain d'apéritif. Bon, parce que je sais qu'elle va. Parce que alors déjà, je trouve qu'à l'odeur, il est très différent. Mais ça n'a rien à voir. Et ce qui est bien, c'est de comparer, de prendre les deux verres et de pouvoir comparer, de sentir. Si tu les sens les uns après les autres, tu vas voir que c'est très différent. Au fillard. Non, je t'ai pas dit. Il faut les laisser dire ce qu'ils. Ouais. Que le deuxième, je sens plus. D'accord. Je sais pas pourquoi. Et il est plus aromatique complètement. Le vin est beaucoup plus épais. Au nez. Ouais. Et ensuite, après, au goût, je le trouve un peu. J'ai plus un truc qui me fait penser au vin que tu bois à Noël avec le foie gras. Alors qu'on en est très loin, hein, mais il y a un petit arrière-goût. D'accord, totalement d'accord. Et voilà. Et
Je regoute. Mais prends ton temps. Les deux vins sont secs, c'est-à-dire que quand on dit, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, et c'est pas méchant, mais en général, Ouais. même moi, mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas dans le vin, et beaucoup d'amis qui sont pas dans le vin, ils font l'erreur de dire le vin est sucré. Là, les deux vins sont secs, il y a 0 g de sucre. Il y a 0 g de sucre, et moi, tous mes amis, quand je sors, me disent j'adore ce vin, il est sucré, il est pas sec. En fait, un vin sucré, c'est vraiment un vin de dessert, sauterne, coteau du Léon dans lequel ils ajoutent du sucre. Bah alors, on n'ajoute pas de sucre, mais c'est qu'on vendange plus tard pour avoir du sucre. Et la fermentation alcoolique ne se finit pas en fait, donc il y a des sucres résiduels. Mais on peut aussi ajouter du sucre. En général, on n'ajoute pas. Et la grosse différence entre ces deux vins, c'est quoi? Bah déjà, c'est le raisin, si je peux me permettre. C'est pas du tout le même cépage. Alors là, je crois avoir deviné qu'on a un vin de Loire en premier parce que tu nous as un petit peu, Paul, renseigné. Tu nous as dit qu'on n'était pas très loin des côtes, que c'était un vin assez neutre, entre guillemets, assez minéral. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être un vin de Loire. Le second, alors là, pour le coup, on a un chardonnay dans son expression, quoi. Vraiment, on est sur quelque chose qui a pris le soleil en plus, qui a mûri. On retrouve ce côté un peu pain grillé, toasté, on dit toasté, beurré, toasté, crème brûlée. Voilà, crème brûlée. Et c'est vrai que alors. Ah ben alors c'est même cépage que la Bourgogne. Après on n'a pas la complexité de la Bourgogne. Voilà, il y a pas l'extrême complexité et finesse de la Bourgogne, et c'est très 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 beau. Et moi aussi j'adore ce chardonnay, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et évidemment, je trouve que tu nous as gâtés parce que les deux vins sont très agréables à boire, l'un comme l'autre. Ça me fait marrer que tu ne vois pas la différence entre les deux parce que elle est quand même très sensible. Et c'est là où on voit que le palais, il a besoin de temps il a besoin de passer par des éducations régulières, des paliers, des éducations régulières. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est très sympa, hein. Tu vas te rendre compte que c'est très agréable au bout d'un moment de savoir faire la différence entre les deux raisins. Et est-ce que ce vin, on pourrait dire qu'il est beurré? Complètement, mais il y a vraiment... Oui, le deuxième. Ouais. C'est vrai, ça c'est un terme qui revient aussi beaucoup à la mode chez les jeunes dans les caves. Souvent, j'entends, souvent quand on commande une bouteille ou un verre de vin blanc, c'est de dire, alors soit je veux quelque chose de minéral, droit, ou quelque chose de beurré. Mais non, mais en fait, c'est quelque chose qu'on entend souvent, non? T'es dans les bars, tout ça... Donc parfois, moi je dis ah bah oui c'est vrai que celui-là il était bon, moi aussi je veux quelque chose de beurré, mais j'ai jamais vraiment trop compris exactement ce qu'il avait. Alors Paul il peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire beurré? Il additionne des mots. Moi je bois un vin avec des amis, c'est j'aime ou je l'aime pas. Après on peut échanger sur le vin, mais moi je trouve ça bien de dire j'aime ou j'aime pas. Bah bien sûr. Et puis de toute façon si la bouteille finit en un quart d'heure, c'est qu'on aime le vin. Enfin moi je vois plus temps. Non et puis qu'on va l'imprimer, surtout, il y a un truc très important à rappeler, c'est qu'on va l'imprimer dans notre mémoire et qu'on va se souvenir à la fois du vin, mais du moment de dégustation. Exactement. Si on a passé une bonne soirée, on va dire, c'était quoi ce vin qu'on a bu l'ancienne? Et on va retrouver ce vin parce que ça va nous faire revivre ce moment-là. Et c'est ça qui est super important. Même quand on goûte des vins à l'aveugle, moi ça m'arrive d'en goûter à l'aveugle pour des compétitions avec cigarettes. Ouais. Et je goûte un vin et ça m'est arrivé de me dire ce vin-là, je l'ai bu, je sais pas, avec des amis ou avec mon grand-père dans des zones campagne et compagnie. Ouais. Et donc, il y a cette mémoire organoleptique qui nous renvoie les souvenirs du quotidien, au final. Alors justement, il y a une légende que j'ai déjà entendue plus d'une fois, c'est de dire que quand on veut progresser dans les dégustations, il faut essayer d'associer le plus de mots possible au vin, de manière à ce que ta mémoire enregistre. Et si tu dis par exemple que tu trouves que ça a un goût, je dis n'importe quoi, d'insecticide, pourquoi pas? Quand on a senti des insecticides, on peut dire ce vin, voilà. Eh bien, si on se dit ça une fois et qu'on trouve que c'est très caractérisé par ce goût d'insecticide, pardon, j'ai pas été très flatteur en parlant d'insecticide, mais moi je me souviens que c'était un truc que non, mais non, là, en l'occurrence, ils n'ont pas du tout ce goût-là. Au contraire, vraiment. Mais moi, par exemple, les premiers Côtes-du-Rhône que j'ai bu dans ma vie, ce côté très poivré, je ne savais pas dire que c'était poivré. J'ai dû dire, quand j'avais 16-17 ans, j'ai dû dire, oh là là, je trouve que ça, c'est un côté, parce que j'avais dû sentir une bombe d'insecticide, je dis, ça se naît d'insecticide. Or, c'était le côté poivré que je ne savais pas désigner. Voilà. Donc, il faut mettre des mots. Il faut mettre des mots. Les trouver au début. Il faut les trouver. Mais il faut c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est ceux-là qui vont rester dans votre mémoire. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais tous les cépages ont des marqueurs. Le chardonnay sous bois, il y a ce côté beurré, pâtissier.
crémé, très gras, très rond, sur des chardonnays avec des grosses maturités, enfin vendanger très tard avec beaucoup de soleil et ce côté tarte aux pommes. Sucré, quoi. Sucré, alors c'est marrant, parce Tarte aux pommes. en fait, au nez, on a l'impression que c'est très sucré, parce que Tarte aux pommes, vous il y a un côté presque ananas rôti, vous voyez, ça sent vraiment la mangue, l'ananas. Donc le nez a l'air sucré, mais en bouche, c'est pas sucré, c'est sec, mais le nez a l'air sucré. Et moi, les marqueurs, moi j'ai vécu en Australie 2 ans, et les Riesling australiens, on sent le plastique, vous voyez, le plastique neuf, quand vous ouvrez un frigo, par exemple. Ah ouais. Et moi, le marqueur que j'ai, dès que je mets le nez sur un Riesling, et que je sens ça, je me dis c'est un Riesling australien, parce que ça sent le Plastique. ça sent le plastique. Là. Ça, c'est mon marqueur à moi. Là. Ok. Il y en a, c'est le pétrole, côté pétrolier des Riesling. Et oui, c'est pour ça qu'il y a aussi des références qui sont incroyables quand on commence à s'intéresser au Bordeaux, par exemple, et quand on vous parle d'odeur de chien mouillé. Franchement, là, on se dit, ça. De l'eau. Chien mouillé, de sous-bois, il y a des Chat pour les sauvignons. de pipi de chat pour les sauvignons blancs. C'est incroyable. Ouais, non, je connaissais pas. Et finalement, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a des souvenirs qui viennent à la tête. C'est très personnel. Hein. Non, mais c'est vrai que moi, quand je rentre dans un caviste, chez un caviste, je sais jamais trop quoi dire pour décrire le vin que je veux. Mais je pense qu'il faut un peu se libérer aussi. Et là, et dire la première chose qui nous vient spontanée, après chose qui nous vient à l'esprit. Hier soir, par exemple, je suis allée chez le caviste, je lui ai dit, là, j'ai envie c'est l'hiver, il fait froid, j'ai envie de quelque chose un peu cheminé, réconfortant, exactement. Est-ce que je peux vous poser une question toute bête? C'est avec quoi vous auriez envie de le servir? Vous, admettons, vous allez préparer pour un copain ou une copine derrière un repas. Vous partez avec la bouteille qui sera peut-être pas terminée. Vous partez avec la bouteille, vous servez ça avec quoi? Pas le tout sûr qu'elle parte avec la bouteille. Ah non, c'est pas sûr, mais bon. Alors, Là, vous rentrez à la maison, vous servez quoi avec? Spontanément, c'est un lapin moutarde qui me vient là, vraiment. Ah ouais. Un lapin moutarde. Ouais. Avec le premier, vraiment le deuxième, premier avec les qui deux, m'est venu. avec les deux. Avec le deuxième, disons. Ouais. Et toi, Clémence? C'est pas un mauvais choix. C'est pas, non, en fond, c'est pas un mauvais choix du tout. pas viande. Non, mais c'est le côté un peu réconfortant, beurré. Je dis, ça, c'est pas bête. Non, j'aime bien. J'aime bien, ouais, lapin moutarde, j'aime bien l'idée. Mais t'as mis l'idée, mais toi, t'aurais pris autre chose, Didi. Bah oui, moi, tout de suite, le lapin moutarde. Non, mais vas-y. Non, moi, j'aime plutôt du pain, tu vois, pain de campagne. Monsieur. Non, Non, c'est pour. on coupe les sucres. T'as vu, je sors Ouais, là. quand T'as vu? je pourrais très bien avec une béchamel. Plutôt du pain, tu sais, le pain poilane avec du beurre, pas pain poilane, mais le pain de campagne. Ouais. Avec du beurre salé. Ouais. Cristaux de sel. Ça tu vois. sent top, ça. Ouais. Un petit Et truc dans quelque chose. Et non, plutôt un truc iodé. Une huître ou deux, tu vois, pas plus. Moi, j'en mange jamais plus que nous deux, mais ouais. D'accord. Alors l'huître, c'est un petit peu. Sur le premier, très bien. Sur le premier, ça aurait été super. Ouais. Ouais. Mais le premier, c'est un vin de Loire, du coup. Je dis les vins, peut-être. Ah bah oui, quand même. Donc, le premier, c'est un vin du muscadet. Donc, Ah, c'est un muscadet. Ah ouais, mais Ça a une grande grosse surprise parce que. Non, moi, j'aurais pas dit du tout que c'était un muscadet. Alors, c'est un muscadet qui vieillit 2 ans sur l'île. L'apport de la lie donne ce côté un peu crémeux et cette rondeur. Là, il est plus rond qu'un muscadet d'habitude. C'est très sec. Ça va bien avec des huîtres parce que c'est très iodé. Ouais. Donc ça, c'est un muscadet 2020, donc il y a quand même 4 ans, d'un cru communal d'un village qui s'appelle la Foussière. Voilà, donc c'est des roches granitiques D'accord. sur la géologie métamorphique, et donc qui donne ce côté très salin, très minéral au vin. Et comme j'ai dit, le melon, c'est un cépage qu'on dit neutre parce que c'est pas un cépage aromatique. Le Gewürz est aromatique, le muscat est aromatique, ça sent la fleur. Là, on est plus sur des arômes floraux de fleurs blanches. C'est vrai, il y a ce côté acacia, aubépine. Et ce côté très citron, pomme Donc, verte. ça peut être un vin facile à boire à Ah, l'apéro. mais ça, oui, alors un peu plus frais, le mettre. Ouais. Oui, c'est ça, plus frais. Il est à la bonne température, faut pas plus chaud quand même. Mm. Mais oui, un apéritif. Et alors l'autre, Et l'autre, c'est un chardonnay de Jackson c'est Family. Jackson Family. Très gros domaine américain. Bah bien sûr, on la connaît Et bien je la voulais famille vraiment Jackson. montrer, d'accord. Je voulais vraiment montrer 2 vins très différents. Un vin côtier, maritime, facile, iodé. Et un vin, voilà. Et celui-là, c'est quel? C'est quoi? C'est Russian River, c'est où? Alors ouais, pardon, c'est un assemblage de plusieurs parties de la Californie. Ouais. Russian River Valley en Sonoma. D'accord. Il y a un peu de Napa et après c'est des vignes de Central Coast, donc, D'accord, ok. de Bon. Santa Barbara et donc voilà, c'est des chardonnays très mûrs, vendangés presque en surmaturité, donc c'est pour ça Moi, je trouve ça intéressant de goûter des vins étrangers il faut. parce qu'il faut. Et moi, voilà, j'adore les vins. Il n'y a rien d'obligatoire, mais non, mais bien entendu, ça veut dire que aujourd'hui, on est dans un monde où on sait faire du bon vin un peu partout sur la planète. Où il y a qu'un seul pays où, alors là, pour le coup, je vous pose la question
Paul, c'est que je rentre du Japon et alors là, pour le coup, le vin blanc japonais, il est alors assez proche de, non pas de l'imbuvable, mais il est très très neutre. Il n'est pas du tout intéressant. Les sakés, c'est d'une complexité, il y en a dans tous les sens, c'est absolument génial, c'est un vrai voyage. Mais les vins blancs japonais, j'ai pas du tout kiffé. Ben, alors, les sakés, il y a des très belles choses. Et moi, j'ai un ami que je suis allé voir à Hokkaido, dans l'île du Nord, au Japon. Ouais. On a des licences, enfin des cavistes au Japon, donc j'y vais 2 fois par an, c'est très cool. Ouais. Oui, c'est très cool, ouais. Ouais. À Osaka, Okinawa et Tokyo, bien sûr. Bientôt à Kyoto. Oui, mais c'est des vins que vous apportez. Nous, on apporte, mais il y a des très beaux vignobles dans le nord à Hokkaido, il y avait, Mais qui font des domaines, franchement. Takashido. Ah, d'accord, je connais pas. Qui fait des pinots noirs, des chardonnays au prix de la Bourgogne. Hein. Ah oui. 70 € à l'achat. Ouais, non, c'est des vins très chers et très très bons. Oui, Il est très très bon, d'accord. Donc, pas partout, comme vous dites, 90% des vins japonais sont pas. Mais il y a ça, il y a beaux paysages, il y a 2-3 domaines qui font des très belles choses. D'accord. Ok. Mais c'est bon à savoir. Merci pour le tuyau. Pas de souci. Ok. Donc non, mais c'est très belle dégustation. On va peut-être passer au vin rouge. Oui, plaisir. Là, on va enlever nos verres peut-être parce que là, je vous débarrasse. Bah, moi, j'ai envie de les garder, ça vous inquiète pas. Gardez-les. Parce que j'aime bien reboire un Vous avez raison. Vous avez raison. Oui, Gardez-les. Gardez-les, ça sera très joli. Il faut pas gâcher, je Il trouve. y a un truc qui m'énerve terriblement chez les dégustateurs, c'est ce côté je crache. Des coffrages. Je préfère en déguster moins, mais ne rien cracher. J'espérais qu'on n'allait pas nous faire cracher là. Moi, j'aurais seulement que j'aurais Ici, il n'y a pas de crachoir, donc comme ça, c'est pratique. C'est impossible de cracher ici, on n'a pas le droit. Ben, on n'a pas envie surtout. C'est pas qu'on n'a pas le droit, parce qu'on peut toujours prendre le droit, mais on n'a pas envie parce que les vins sont de très bonne facture. C'est vraiment intéressant, quoi. On est dans un joli voyage. Et donc, oui, dans le muscadet avec tout seul ou avec des huîtres, un poisson, c'est top. Des coquilles Saint-Jacques, des viandes blanches. Et le chardonnay américain, tout seul, c'est un peu compliqué, je trouve, parce que c'est des vins très puissants. Ouais. Et alors là, Mais avec des viandes blanches, des poissons, c'est top. Très très bon. on va pas donner des renseignements, mais la bouteille nous renseigne. La forme de la bouteille nous renseigne La déjà. cacher un peu. La forme de la bouteille nous renseigne. Mais ça, on va vous De la écouter. bouteille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, toutes les deux? Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas dire ce que c'est. Ah non, surtout pas. Alors ça, c'est totalement ce que j'aime. C'est exactement. En fait, je sais pas. J'aimerais apprendre avec vous comment le décrire pour aller chez un caviste. Et Nous, ce qui Ça tombe bien, tu es un merveilleux sommelier. là, c'est le côté vraiment boisé qui me vient à l'esprit. Ouais. Boisé, ça me fait penser à l'hiver. Alors vraiment, je parle beaucoup de saison, mais dans ma tête, ça. Ouais, c'est bien. Non, c'est vraiment boisé et plutôt rond. Beaucoup de rondeur. Je sais pas pourquoi. Dense. Ouais. Quelque chose de très dense. Ok. Voilà. C'est un bon terme. Danse, c'est un très beau terme pour le vin, le professionnel. Et bah, merci. Bien le dire. Alors, Clémence, vas-y, télé. Écris-nous ce. Moi, je le trouve assez particulier. Je le trouve pas très fort, même si je suis d'accord avec la notion de danse. Je le trouve un peu métalleux, Métallique. Et à côté, ouais. métallique, Ouais. ferreux. Métalleux, c'est qui joue du hard rock. Non, ouais. Métalleux. Je l'ai croisé au Hellfest. Pardon. Non, je le trouve un peu ferreux, en effet, métallique. Et Ouais. quoi? Non, rien. Ah non, ferreux, pardon. Mhm. Pas forcément très fort. Je le trouve plutôt, tu vois, la toute première Impression. impression en bouche, je me suis presque dit, ok, c'est un vin léger, les vins que nous on appelle un peu grenadine, tu vois. Alors que ensuite, à la deuxième impression, effectivement, j'étais d'accord avec le fait que c'était plus dense, mais Là, on parlait. Je suis totalement d'accord avec Clément. Je pense que, enfin, sur la partie évidemment féreuse, mais pas sur la partie légère. Je trouve que il est. En fait, j'ai envie de manger de la viande avec. Il y a un côté assez Panique. tannique. Voilà. c'est vrai qu'il a l'odeur de ces vins tanniques, mais je l'ai pas retrouvé au vin en bouche. Bah moi je vois tout de suite ce que c'est. Est-ce que c'est Je ne le dis pas tout de suite. Après moi mon impression c'est que c'est un vin qui est très intéressant parce que il a tout ce qu'on recherche dans le vin, c'est-à-dire il est puissant, il est facile à boire, il agresse pas le palais. C'est curieux. Voilà, il y a un équilibre qui est un bel équilibre, très bel équilibre.
Et puis c'est vrai que ça va bien avec avec un plat nourrissant. Ça va bien avec un plat nourrissant. Un gibier, mais ça peut être plein d'autres choses. Il y a plein de choses, de viande, même des plats de viande avec ça, même des mouettes lardées. Moi, je pense que même avec un petit saucisson à l'apéro, pas si easy. Mais moi, je vais sur des pâtes à la truffe ou des ruées avec. Ça peut très bien marcher aussi. Mais même un tagine ou de la nourriture orientale marche très bien aussi. Je le trouve moins fort ou moins puissant que ces vins justement très tanniques, très lourds, très... C'est un vin avec une structure tannique quand même, mais en fait, c'est plus la sensation en bouche. Vous pouvez avoir un vin avec un cépage qui donne beaucoup de tanin, mais si le vin est équilibré, comme celui de l'acidité, le tanin, l'alcool s'intègrent et sont harmonieux, on n'a pas le sentiment... moi, je goûte des vins parfois, je me dis le vin est super bon, il est bas en alcool, au final, le vin est à 14-15 degrés d'alcool parce qu'il y a un équilibre. Et alors, tu nous disais quelque chose sur la forme de la bouteille ? Ah c'est une bouteille caractéristique. Oui, il y a 2 formes de bouteilles historiques. Enfin 3, mais il y a la bouteille bordelaise, bourguignonne, et après il y a la flûte alsacienne, mais il y a les deux. À votre avis, c'est une bouteille bordelaise ou bourguignonne, celle-là? Bordelaise, Clémence, qu'est-ce que tu dirais, toi? Bordelaise. Elle est pareille. Mais c'est bordelaise, mais c'est un Bordeaux, ouais. C'est un Saint-Estèphe, donc tout au nord de la rive gauche. Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe. C'est Franck Féland, donc c'est le 2e vin de château Féland. Donc c'est un assemblage. C'est un Cabernet, Merlot. tout petit peu de Cabernet Franc, mais une grosse base de Cabernet Sauvignon. C'est le 2e vin de Féland-Ségur. Ouais. Donc en fait, il y a 3 types de raisins. Il y a 3 types de raisins. Je ne pas celui-là. Franck Féland, super, ouais. Que c'est pas l'habitude des Bordeaux, c'est ça? Eh bien, les Bordeaux, C'est bien ça. Bordeaux, il doit y avoir. Ça, c'est un grand vin. Nos jeunes consommatrices, elles savent peut-être pas, mais c'est vraiment c'est le 2e vin de la Grand Vignoble classé à cru classé. Elle fait dans Ségur et c'est en 2016 qui est une année très belle année. Remarquable. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont... En fait, je crois qu'il y a 3 cépages majeurs ou 4 cépages, crois, à Bordeaux. Il y a Cabernet Sauvignon, Merlot, petit verre d'eau, c'est ça? Et alors, celui-ci, il y en a combien? Il y en a 3? Alors, à Bordeaux, il y a 2 rives. Il y a la rive gauche et la rive droite. La rive gauche qui est Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux et après Pessac. Léognan et ça c'est la rive gauche, pardon. Et la rive droite, il y a 2 grandes appellations qui sont Pomerol et Saint-Émilion. Et donc, en fait, c'est en fonction des sols et des climats. La rive gauche, c'est toujours des grosses bases de Cabernet Sauvignon. Parfois presque à 100% sur les grands châteaux. Donc là, c'est 60% de Cabernet Sauvignon. Il y a 30% de Merlot. Merlot apporte toujours ce côté rond, soyeux, un peu de gras. Délicat Et plus de fruits aussi. Et le Cabernet Franc, il y a 10% qui apporte l'acidité et un côté un peu végétal. Il y a une molécule qui est la pyrazine dans les vins, Et le côté, c'est le bois. C'est parce qu'il est élevé, il est sous bois, pendant 10 ans, il est élevé. 10 mois. Sous bois, ça veut dire dans des fûts en fût neuf. Fût neuf? Ce qui n'est pas le cas de tous les vins. Ah non, il y en a qui sont élevés en fût métallique. Enfin... D'accord. Ouais, en cuve inox, bois, en céramique, en béton, il y a tout. Mais par exemple, tout à l'heure, on a goûté 2 blancs. Je pense que le Cabernet, il a fait un peu de fût, de chêne, non? Semblablement, le Chardonnay. Oui, le Chardonnay. Voilà. En revanche, est-ce que le Muscadet avait fait un peu de fût? Que de la cuve, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le vin marqué par... Le Chardonnay avait ses arômes de toast, de pain grillé, de crème brûlée, de noix de muscade. Alors que celui-là est plus neutre. Il y a un côté plus floral. Et en fait, comme dans les vins rouges, il y a des vins rouges qui acceptent le bois et d'autres non. Il y a des vins rouges qui sont faits pour être vinifiés sous bois. Si on met pas de bois sur un Bordeaux, les tanins sont beaucoup trop présents et ce serait quelque chose de très astringent, donc de très sec et de très compliqué à boire. Et donc le bois supporte le vin et apporte aussi une certaine rondeur et ces arômes de cigare, fumée. Et le fait que ce soit des fûts neufs? Alors plus le fût est neuf, plus on impacte le vin par le bois et donc plus on a ce côté fumé, empyromatique. Et donc là, c'est un vin. Je pense que c'est un vin qui est dans sa période. On a encore beaucoup de fruits, à ce côté très cassis, bourgeon de cassis. Et là, tu le conseilles à les clients 2016, on le boit maintenant. Alors sur le second vin, sur Franck Féland, on boit maintenant, c'est super. C'est un vin qui a 7 ans. Mais qui pourra être bu encore dans 5 ans. Ouais, alors si on veut un côté plus giboyeux, sous bois, feuilles mortes, truffes,
on pourrait le boire dans 5 ans, mais ça dépend ce qu'on recherche. Si on veut boire un vin très évolué, 5 ans, c'est bien, mais moi j'aime bien. Je pense que maintenant il est très bien à boire. Ouais. Il y a ce rapport fruit. Est-ce que c'est ici que de celui-ci ou les 2016 sont d'une manière générale assez mûrs maintenant et on peut les boire 8 ans après? Alors sur les grands châteaux, C'est encore tôt. c'est tôt parce que 2016, c'est un millésime. À Bordeaux, chaque millésime est une millésime du siècle, on vous écoutez. 2016 était un très grand millésime à Bordeaux. Ouais. Très grand Qui a millésime. été méprisé avant, parce que pour 2015. Parce que 2015 était très grand aussi. Ouais. Ouais. Mais 16 a plus d'équilibre que 15. Mais tu conseillerais, Paul, pour des jeunes comme ça qui découvrent la forme des bouteilles, etc. Parce que ça fait peur, un vin millésime. Je me dis, est-ce que je vais me l'autoriser? J'y connais rien, j'appréhende. Mais c'est pas un vin cher, ça. Les gens pensent que c'est Bordeaux et que c'est l'appellation. Ok, Ouais. ça c'est un second vin. Mais est-ce que Oui, mais même. tu donnerais quoi comme conseil? Qu'il faut mieux les jeunes, ils vont racheter une bouteille, comme ce que tu disais, Lucie, ils vont chez le caviste, on va leur recommander quelque chose pour un instant précis. Mais est-ce que il vaut mieux qu'ils se fassent plaisir s'ils ont quelques euros à dépenser en plus pour un vin un peu plus ancien, ou peut-être pas forcément un vin à boire tout de suite et qu'est-ce que tu penses? Parce que l'idée de garder, ils consomment. Les gens les ne gardent plus de vin. Mais voilà, c'est ça. Bien sûr. Non, puis même Bah, moi, déjà, quand on est jeune, on n'a pas nécessairement une cave. Donc, ça veut dire il faut aller acheter le vin. Et on va pas le garder sous le lit parce qu'il y a des gens qui font ça. Ils gardent les bouteilles sous le lit. Enfin, bon, c'est pas terrible parce que dans une chambre, la température est beaucoup trop élevée. c'est pas fait pour. Voilà, c'est pas fait pour. Le vin, il faut le conserver à 10-12 degrés. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Après, on peut conserver un vin à 15 degrés. Ce qu'il faut, c'est pas qu'il y ait de fluctuation de température. Bien sûr. Ah oui, ça, c'est Moi, je vais déménager ma cave. Enfin, j'ai pas beaucoup de vin de Londres à Paris. Je vais stocker mal chez un ami qui habitait au 5e étage. Et ça a abîmé, vraiment abîmé les vins. Ouais. Ouais, le vin est ennemi des changements de température. Mais Clémence, si vous aimeriez savoir. Oui, j'ai une question pour Paul. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Nous, on aime le vin, on en boit assez souvent, mais on est complètement nul. C'est-à-dire que on a un palais pas super développé. On est capable de faire quelques différences et tout. Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour s'améliorer, pour consommer de manière un peu plus, tu vois, un peu plus intentionnelle, un peu plus éclairée? Si tu as 2-3 conseils un peu pour passer une étape. Non, mais il y a. Côté ce podcast, merci Paul. L'arrière. Et en plus. Non, mais déjà, je pense que d'aller dans un bon caviste, c'est important. Fais un bon caviste. Alors, je dis pas de nom, mais il y a des chaînes de cavistes françaises les sélections sont intéressantes, mais il y a plein de cavistes à Paris indépendants qui ont des jeunes qui ont notre âge, qui ont une trentaine d'années, qui ouvrent leur cave et qui sont passionnés et qui transmettent. Moi, j'ai des amis, comme je disais, qui sont pas du tout dans le monde du vin, qui travaillent dans la mode, chez Dior par exemple, mais ils aiment beaucoup le vin. Et je lui dis, il habite dans le 6e, je lui dis, va dans cette cave à Saint-Germain. Ouais. Et le mec a 30 ans, il est adorable. Je lui dis, moi j'ai Trop sympa. tant de budget, je connais pas le vin. Et je pense que c'est aussi ça, c'est trouver le bon interlocuteur et pas qu'il y ait la personne qui veut vous faire dépenser. Et... Donc c'est ça, et après, le vin est abordable. Enfin, sur Internet, on trouve plein de choses. Il y a des clubs de dégustation qui sont hyper sympas. Mais quand on va au café du coin, je sais pas, justement, dans les quartiers, on va au bar boire un verre avec des copains le soir après. Ils ont maintenant. Pas toujours les meilleurs vins qu'on a roulés. Oui, mais ils ont quand même des vrai. propositions. Ils ont des petites propositions. De plus en plus. Et de plus en plus. Et surtout, voilà, c'est pas trop cher. Ça fait la blague. Au lieu de prendre une grosse panne de bière, on va se prendre un pichet qu'on va partager. Donc c'est cette idée de se réapproprier cette sensation du vin qui n'est pas la même que la bière, parce que le vin, on va avoir une émotion un peu différente. On va. C'est pas la complexité. Et puis. Et dans les bistrots, le vin de la maison, souvent, il est pas incroyable. Ah, tu trouves? Pas toujours. Ça dépend de bistrot. Je dirais qu'il y a 2 types de bistrots aujourd'hui. Il y a des bistrots qui ont été relevés par des jeunes qui ont vraiment à cœur de faire découvrir des choses, qui en plus vont cuisiner un peu. Ils vont faire des produits qui sont sympas. En général, c'est des produits pas trop loin. Ils sont locavores. Ils font attention à tout ça. Puis il y a le bistrot d'antan qui est tenu par René avec sa moustache et sa bouille.
Et là, on est souvent sur des vins qui sont un peu durs à boire parce qu'ils sont un peu fermés, ils sont pas d'une grande La qualité. bouteille est ouverte depuis 2 jours. Mais finalement, ça c'est un peu le monde d'avant. Moi, je crois qu'on est on a beaucoup évolué dans ces métiers-là quand même depuis une quinzaine d'années, parce que finalement, ça correspond à tout un mouvement de programmes de télévision où on a réhabilité le métier de chef. Les chefs sont redevenus vraiment, ils sont sortis de leur cuisine. Ce sont des stars aujourd'hui, les chefs. Enfin, ceux qui ont fait Ils sont beaucoup plus médiatisés qu'avant. Il y a toute cette, ce côté RSE, faire attention à la nature, développer du vin Vous nature. êtes sensible, vous, au RSE, au vin bio, vin nature? Et ça, voilà, les vins bio rentrent dans cette dimension. Et un vin biodynamie est forcément. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que ça dénaturalise quand même un peu le vin, je trouve. Bah, moi, personnellement. Biodynamie. Bio, non, mais biodynamie, oui. Alors, biodynamie, on y croit pas parce que on suit la philosophie de Rudolf Steiner, de la Lune, les décoctions et compagnie. Mais sur le long terme, on se rend compte que les domaines qui utilisent la biodynamie et le bio, sur le très long terme, les vins sont beaucoup plus profonds et plus complexes. Ouais, sur le très long terme. Très long terme. Il y a très peu de domaines en France qui n'ont pas vu de pesticides, très peu de vignobles qui n'ont pas vu de pesticides. Donc, en fait, il y a quelques domaines et vignobles en France qui n'ont pas vu et qui sont en biodynamie depuis 30-40 ans et on se rend compte qu'il y a une vraie profondeur qu'on n'a pas dans les autres vins. D'accord, ok. Mais non, mais pour en revenir, moi je pense qu'il faut juste trouver les bonnes personnes, aller dans les bons bars. Enfin, moi je connais des bars, je vous donnerai les noms, vous pouvez boire des super bouteilles pas chères. Avec plaisir. Denis, on va les mettre en... On revient des recommandations, Paul. Où les mecs, où les personnes ont 30-35 ans, vous pouvez écouter de la musique sympa en buvant une bouteille de vin. C'est pas une question d'argent. Non, c'est bien, tu fais bien de le mentionner, ce n'est pas une histoire d'argent. Non, ils sont des bons conseils aussi. Bien sûr. Ouais. Et à Paris, il y en a partout maintenant. Ouais, et c'est une question de ne pas avoir peur, pas avoir peur de lancer. Enfin, il n'y a pas de mal. Même si tu ne connais rien, comme ce que vous dites, c'est pas grave. C'est votre propre impression qui importe. Exactement. Ouais. Hein? Non, je suis assez d'accord avec ça. Non, je voulais juste dire que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir un budget colossal. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand palais. Il n'y a pas besoin de s'offrir des vins qui sont des marques. On peut aussi se faire plaisir avec des bouteilles qui sont pas très connues, qui sont des vignerons qui font leur métier avec, comment dirais-je, passion, avec soin, et qui sortent des vins qui sont très bons et très accessibles. Et finalement, on s'aperçoit qu'entre acheter une bouteille d'un cocktail tout fait, dont je citerai évidemment pas la marque parce que je trouve que c'est décevant, les cocktails tout faits, etc., et une bouteille de vin d'un petit vigneron sympa qui fait attention à ce qu'il met en plus dans la bouteille, il y a pas photo. Il faut prendre le vin. Il faut prendre le vin parce qu'il est fait avec intelligence, parce qu'il y a un travail d'homme derrière, parce qu'il y a aussi une manière de relever les terroirs français. Tout ça, c'est très intéressant. Beaucoup plus que les cocktails faits par l'industrie. Bon, ce ne sera pas de nom, mais... Oui, Clémence, tu voulais dire quelque chose? On a le temps pour une dernière question. Bien sûr, vas-y. Le métier de vigneron, il est de plus en plus difficile ou pas? Est-ce que c'est de plus en plus... Ça dépend des régions. Il y a des régions, le Bordelais souffre énormément, par exemple. Les gens pensent Bordeaux, pensent Grand Château, mais Bordeaux, c'est 80% petit château. Et puis c'est 150 000 hectares, alors ça, c'est 0,01% de la production. Et Bordeaux, les gens n'arrivent pas à vendre le vin, donc ils arrachent de la vigne quand même pour faire de la céréale. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc oui, il y a des régions qui souffrent, et d'autres qui souffrent moins, mais on a quand même réussi. L'après-guerre a fait mal à la France parce qu'on a fait de la production de masse pendant très longtemps, dans le Muscadet, dans la Loire, où les vins arrivaient dans le Languedoc, en cubis, des vins pas bons, ils l'ont cueilli en sous-maturité, donc on a ajouté du sucre, dégueulasse vraiment. Et on se rend compte que depuis une vingtaine d'années, on a une deuxième vague de vignerons qui arrivent, des jeunes qui s'installent, qui veulent donner sens à ce qu'ils font. Et je pense que le métier de vigneron a plus d'avenir qu'il en avait. Ouais, c'est vrai. Donc l'enjeu, c'est de réconcilier les consommateurs avec le vin. Exactement. Mais toi, Paul, c'est pour ça que je suis contente que tu sois là, parce que tu es un jeune sommelier très reconnu. Le métier de sommelier aussi a beaucoup changé, a évolué. Il y en a des sommeliers qui sont très compliqués. Ouais. Plus jeunes, c'est compliqué, mais enfin, en France, c'est plus compliqué. Moi, je sais qu'aux États-Unis, c'est plus simple parce qu'ils sont prescripteurs, ils achètent. Mais en France, où ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, et le voir là où tu es aujourd'hui, je trouve que c'est d'abord, je suis admirative, et puis ça prouve que les modes changent, les codes changent. Je pense qu'à 10 ans, on n'aurait jamais pu imaginer
quelqu'un jeune comme toi à la tête de toute cette sommellerie qui est prestigieuse, qui fait partie du patrimoine de la gastronomie française. Tu vois, nous ça intéresse. Et ont évolué heureusement parce que c'est vrai moi j'ai 31 ans, c'est vrai que la génération, quand on dit sommelier, on voit le vieux mec avec son tablier, c'est pas. C'est vrai, ce qui est pas forcément ça. Ça a évolué parce que les nouvelles générations sont très ouvertes d'esprit et que nous, en tant que restaurateurs, on a su aussi mettre en avant la formation, le développement des personnes pour les garder, mais le métier de sommelier ne se perd pas et c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué? Alors oui, parce que les gens sommeliers à la base, vous arrivez à 10h du matin, vous partez à minuit le soir. Ouais. C'est ça. C'est des gros boulots. Mais il n'y a pas je trouve que c'est encore terrible à dire, mais il y a une vraie difficulté à vivre bien de son travail. On parlait tout à l'heure des vignerons. Alors je parle pas des sommeliers, là je parle des vignerons. Il y a beaucoup de jeunes vignerons qui peinent encore et pourtant ils se donnent beaucoup de mal. Ils font des efforts considérables, mais jusqu'au moment où ils vont se faire repérer par un critique qui va avoir ses introductions dans les médias, qui va sortir quelques papiers un peu flatteurs, et là le prix de sa bouteille va doubler, et là il va commencer à bien vivre de son travail. Mais il y a aussi beaucoup de vignerons, des petits, qui vendent leur vin pas cher, qui galèrent, alors qu'ils font déjà des vins pas mal, mais ils sont encore un peu passés sous les radars de la critique, et il faut attendre encore quelques temps. Et aussi parce que les jeunes consommateurs, qui sont comme eux des jeunes vignerons ou sommeliers, les consommateurs, eux, ils ont pris un peu un chemin de travers, donc il faut essayer de les rassembler, de leur faire comprendre. Ce podcast va passer en début d'année, c'est vraiment le message qu'on voulait donner aujourd'hui avec Stéphane, c'est que c'est important, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, c'est facile, c'est ce que vous avez dit exactement, Clémence et Lucie, c'est vos impressions et vos questionnements, il n'y a rien de plus complexe, c'est très simple en fait. Bien sûr. C'est ça, hein? C'est très simple, il faut surtout pas avoir des complexes quand on parle de vin, parce que il faut se souvenir que le meilleur vin, c'est celui qui te donne du plaisir, et puis c'est un moment de partage, et je pense que c'est un moment, j'ai 2 exemples, j'étais à Sancerre avec des amis, ils sont pas du tout au monde du vin. D'accord. On a ouvert une bouteille de Sancerre, ça devait coûter, je sais pas moi, 8€. On a mangé des huîtres, on s'est marré en écoutant de la musique. Et le vin, je me souviens encore parce que j'ai passé un très bon. Exactement, c'est l'année. Intéressant, le nom d'un sommelier, ça. Oui, non, mais. Non, et encore. Et alors qu'il y a 3 ans, j'étais à Noël, je travaillais à Londres. Et j'étais tout seul pour Noël. Parce que je devais travailler. Et bref, j'étais pas. Mes amis n'étaient pas là et compagnie. Et je me suis dit, je vais m'ouvrir une belle bouteille de vin tout seul. Je n'ai pris aucun plaisir. C'était une très belle bouteille de vin, un Grand Châteauneuf-du-Pape, de Château Rayas. Ça veut dire que tu t'es mal te senti en compagnie avec toi-même? Mais non, je me suis dit, Est-ce que tu pourrais nous servir un petit peu ce vin rouge? Parce que moi, perso, elle va pas finir toute seule, la bouteille, là. Mais non, parce que le vin, c'est... Non, mais tu as parfaitement raison. Il y a une dimension de partage qui est essentielle dans le vin. Beau ouvrir une très belle bouteille qui soit disant... Alors, Clémence en veut aussi. Boire seul, ça a une dimension un petit peu triste. Le premier verre est très agréable. Moi, ça me dérange pas. Et après, c'est quand même un peu embêtant parce que on a envie. Quand on a une très belle bouteille, c'est difficile de la finir seul. Faut quand même dire la vérité. Ça ne m'est jamais arrivé. On chaloupe, hein. Mais en revanche, on a envie de partager. Et quand on a quelque chose de très bon, c'est comme un pot de foie gras, une terrine de foie gras. On va pas la manger seule, on va pas l'attaquer seul, on a envie de la partager avec les gens. On la bière pas, quoi. Oui. C'est pareil. Je crois que le gras, c'est quelque chose qui se partage. C'est ce que je disais. On a cette mémoire, comme ce que disait Clémence aussi par rapport aux mots. On a ce langage. On imprime le langage. Ça nous fait on va se souvenir de quelques mots, le moment de dégustation, on se dit, c'était ce vin-là, je l'aime trop. Voilà. Et puis ça renvoie pas qu'à des émotions, pas qu'à un côté technique, analytique. C'est pas ce vin goûte ça, mais ça me renvoie des souvenirs, d'amis, D'ailleurs, il y a quelque chose de très amusant. C'est que si un jour vous êtes dans un joli restaurant ou en compagnie de bons amis, vous ouvrez une bouteille, vous la dégustez, vous êtes bien, vous avez le sourire, vous avez la banane, vous buvez ce vin, eh bien vous vous dites « Oh, j'ai envie de le racheter, celui-là, il est super, je l'adore ». Vous le buvez chez vous, seul ou en compagnie, etc. D'un seul coup, il a perdu 50% de son aura, ce vin. C'est très curieux, hein. D'ailleurs, moi, j'ai ça avec acheté, oui.
Non, c'est vrai que moi j'ai ça, je bois du très bon vin chez mes parents généralement, mon père qui ouvre des bonnes bouteilles et il m'en donne que je ramène à la maison et je les ouvre avec mes amis ou même seul, c'est pas pareil. C'est pas vrai. Parce que c'est pas avec mes parents, c'est pas ils achètent du Maine Vieille à Bordeaux. C'est une maison que mes parents et mes grands-parents. Pas tout, mais. Mais qu'est-ce que tu donnerais, toi, si on pouvait changer quelque chose, Paul, pour faire revenir les jeunes à la dégustation, qu'est-ce que tu préconiserais par rapport, parce que c'est une vraie question que se pose la filière, hein, tu vois, aussi bien les bourguignons. Peut-être, je sais pas, les inclure dans les programmes scolaires. Enfin, je sais pas, non, mais. Ah ouais, d'accord, c'est pas juste que. Carrément. Là, est-ce que là, en ce moment, ils ont d'autres problèmes. Alors, pour rallier les jeunes à la cause du vin, non, mais c'est une idée. Je pense qu'on parle pas du tout du métier, et pas que du vin, du métier agricole. Absolument, ça raison. De manière noble. Je dis pas que si on fait Cagne et Pocagne, on a besoin de parler de ça, mais je pense qu'à un certain moment, que ce soit au collège ou à l'école primaire, d'expliquer un petit peu que la France est quand même la région, un des leaders mondiaux dans la production de vin, mais pas que. Pour moi, ça reste important, et c'est pas un sous-métier que d'être vigneron. Au contraire. Et puis le vin est lié à l'histoire, aux Romains, aux Cisterciens. Enfin, voilà. C'est tu vois, une page d'histoire. La bouteille de vin, c'est aussi une page d'histoire. Non, surtout pour c'est de la géographie. les Français. C'est de la géographie, l'histoire, de la géologie. Enfin voilà, c'est un groupe. Mais je pense que le plus important, c'est effectivement, comme ce que fait très bien ce podcast, d'être décomplexant pour ceux qui n'y connaissent rien et de vraiment être didactique et laisser aller les termes qui viennent tout seuls et ne pas te donner envie. Voilà. Vous êtes détendu là, ça va? Vous vous sentez comment là? Tu sais, moi j'en suis à mon 3e verre de vin, donc là je commence à être très très relax. Des podcasts, on reste encore 2 heures, on a même boire, ça désinhibe et fait parler vraiment son cœur et dire ce qu'on ressent, tu vois, c'est ça. On commence à se connaître. Après, il y a plein de caves qui organisent des dégustations gratuites, Enfin, nous, les caves de Taïwan, on en fait toutes les 2 semaines à Zoom. Gratuite. Ouais, gratuit. Mais on va tous venir, Paul. Mais là, tous les gens qui t'écoutent, tu vas avoir une queue devant des gens. Ouais, champagne ou une fois par mois, on fait venir un domaine en fait et on fait une dégustation gratuite. Ensuite, on fait un dîner payant dans un de nos restaurants. Et en fait, le fait de venir, le vigneron est présent. Nous, les cavistes, tous les cavistes avec qui je travaille ont 25-30 ans. C'est pas des gens qui sont dans l'arrogance et dans le je sais tout. Ils sont hyper décomplexés et décomplexants. Ouais. Et donc de venir, mais on n'est pas les seuls. Il y a des centaines de cavistes à Paris qui font ça. Il faut juste se renseigner un petit peu. Vous avez une très belle cave. Hein. Il y a plein. Alors, on va faire quelque chose, Paul, en 2025. Voilà ce que je propose, avec l'approbation de Stéphane ici présent. Nous allons délocaliser une fois au moins ce podcast et nous allons le faire chez de l'ailleurs. Voilà. Avec grand plaisir. Et j'approuve ou pas? Bien sûr, moi voilà. je suis un béni oui, donc je dis toujours. Mais non, Taïwan, c'est vrai qu'on a Vous avez un espace magnifique pour ça. On a beaucoup de vins rares et prestigieux, mais on a des vins qui commencent à 7 €. Hein, On viendra faire une dégustation au café. Ouais. Ah, on est content, Lucille et Clémence. Bon, merci beaucoup. On était très heureux. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous 4. Clémence, Lucille, Paul, merci de tous tes bons conseils et de tout ce que tu nous as apporté comme magnifique vin. Merci à vous tous. On va s'en souvenir. Très bon vin. Stéphane, merci d'avoir partagé. Merci à toi, Patricia, d'avoir conduit remarquablement. C'est 20 fois tous les deux, mais c'était super. Merci. Super. On a passé un très bon moment. Si vous conseillez ces deux, likez ce podcast et puis on va bien évidemment mettre en ligne tous les différents vins que nous avons goûtés ce soir. Paul va en plus nous donner des indications pour les accompagner. Non, mais les cavistes qui nous suivent. Les cavistes sympas ou. Les cavistes sympas. Et puis, si vous voulez vous inscrire, participer au podcast, comme Clémence et Lucille qui l'ont fait donc en ligne sur le site, sur l'Instagram, de une affaire de goût. Ben, on vous encourage à vous inscrire pour venir ici dans cette magnifique salle de dégustation. Je dis, l'endroit est magnifique. Rien que pour avoir le droit de venir dans le lieu, ça vaut le coup finalement. Clémence, merci. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et puis merci à toi, merci de l'invitation. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bye bye. À bientôt.